Dans le monde stérile de la haute finance et des acquisitions à froid, Damien Chevalier était un roi. Son empire, bâti sur une intelligence impitoyable, s'étendait sur tout le globe. Pourtant, son cœur était un paysage aride, hanté par une unique mélodie fracturée d'un passé qu'il ne pouvait saisir. Une berceuse, son seul héritage d'une mère qu'il n'avait jamais connue. Une nuit pluvieuse, cherchant refuge dans un endroit bien en deçà de son statut, il l'entend. La chanson complète, déchirante, chantée par une serveuse en difficulté à son enfant endormi. Cette mélodie allait déclencher un voyage dans un passé enfoui, déterrant une conspiration de richesse et de cruauté, et révélant une vérité plus choquante et transformatrice que n'importe quelle affaire qu'il avait jamais conclue. La pluie tombait sur Paris avec un rythme percutant et implacable. Chaque goutte était un minuscule marteau contre les fenêtres panoramiques du Penthouse de Damien Chevalier. Depuis son point de vue au 85e étage, la ville était un immense circuit imprimé de lumière, un témoignage de l'ambition et de la résilience humaine. C'était sa ville, d'une certaine manière. Il avait conquis ses quartiers d'affaires, son nom murmuré avec un mélange d'admiration et de peur dans les salles de conseil de la Défense à la City de Londres. À 38 ans, Damien Chevalier avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Une fortune à 10 zéros, un portefeuille qui dictait les tendances du marché, et un niveau d'influence qui faisait que les politiciens répondaient à ses appels. Pourtant, alors qu'il se tenait là, un verre d'Armagnac de 1926 intact à la main, il ressentait un vide si profond que c'était une douleur physique dans sa poitrine. Sa maison était un monument au succès, organisé par un architecte d'intérieur spécialisé dans le minimalisme empreint d'âme. Tout n'était que lignes épurées, marbre froid et œuvres d'art qui coûtaient plus cher que les maisons de la plupart des gens. C'était sans âme, une coquille belle, chère et totalement creuse, tout comme l'homme qui l'habitait. La source de ce vide caverneux était suspendue à son cou, cachée sous la soie fine de sa chemise. C'était un petit médaillon en argent terni par le temps. Il n'était pas cher, mais c'était la chose la plus précieuse qu'il possédait. Un côté était destiné à une photo, mais il était vide. L'autre côté portait une minuscule et complexe gravure d'un saule pleureur se penchant vers un croissant de lune. Il l'avait depuis qu'il était bébé, laissé avec lui à l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul. C'était son seul lien avec un fantôme, une femme qu'il ne connaissait que sous le nom de mère. Avec le médaillon venait un souvenir, ou plutôt un fragment de souvenir, une mélodie, un air simple et obsédant qui refaisait surface aux heures les plus calmes de la nuit. Il pouvait en fredonner quelques mesures, une bribe de musique entraînante et mélancolique, mais les paroles avaient disparu, perdues dans le brouillard de la petite enfance. Il avait dépensé une petite fortune en musicologue, historien et folkloriste pour tenter de l'identifier. Tous s'étaient revenus les mains vides. C'était unique, disait-il. Une chanson personnelle, une chanson de famille, la chanson de sa famille. La pensée était une ironie amère. Ce soir-là, le vide était particulièrement aigu. Il venait de conclure une OPA hostile sur une entreprise technologique rivale, une campagne brutale et sans pitié qui avait laissé des carrières et des réputations en lambeaux. Son équipe célébrait dans un restaurant étoilé Michelin en ville. Il aurait dû être là, le héros conquérant, mais la victoire lui semblait aussi creuse que son Penthouse. Il aspirait à quelque chose de réel, quelque chose qui ne soit pas transactionnel. Sur un coup de tête né de sa pure agitation, il contourna son chauffeur et prit l'une de ses voitures les moins voyantes, une Citroën DS Vintage, pour affronter le déluge. Il conduisit sans destination, laissant le rythme des essuie-glaces et le sifflement lisse des pneus sur l'asphalte mouillé le guider. Il passa devant les façades scintillantes du centre, traversa le chaos vibrant du quartier latin, et se retrouva dans un quartier plus calme et plus ancien de Montreuil qu'il n'avait pas vu depuis des années. C'était un quartier de maisons en meulière et de petites boutiques familiales, à des années-lumière de son existence stérile. La pluie s'intensifia et le moteur de la voiture, habituellement une bête ronronnante, tout sauta et cala. Damien jura entre ses dents, de toutes les nuits possibles pour que la classique méticuleusement entretenue tombe en panne. Coincé, un milliardaire coincé sous la pluie comme un personnage de mauvais film. Il était sur le point d'appeler son service de sécurité quand une chaude lumière jaune perça la pénombre. Elle provenait d'un petit café d'angle, son enseigne au néon clignotant courageusement contre la tempête, le relais de minuit. C'était l'antithèse de tous les établissements qu'il fréquentait. Il avait l'air usé, daté, mais chaleureux. Il pouvait soit rester assis dans sa voiture en panne dans un costume sur mesure, soit prendre une tasse de café. Avec un soupir de résignation, il remonta le col de son manteau et se précipita vers l'entrée. Une petite cloche carillonna à son entrée, annonçant son arrivée. L'air à l'intérieur était épais de l'odeur du café, des croissants chauds et de quelque chose de sucré comme la cannelle. C'était un petit espace étroit avec des banquettes en vinyle rouge, un long comptoir en formica et un jukebox qui semblait ne pas avoir joué une chanson depuis 1985. Un homme âgé au visage aimable essuyait le comptoir,
et dans une banquette d'angle, une jeune femme berçait doucement un petit paquet dans ses bras. Damien se sentit immédiatement déplacé. Son costume valait probablement plus que tout l'inventaire du café. Il se glissa dans une banquette aussi loin que possible de la porte, sentant les regards des quelques autres clients. L'homme du comptoir, dont le badge indiquait « Georges », s'approcha avec un menu. « Sale nuit », dit Georges, sa voix un grondement rauque mais amical. « Un café, s'il vous plaît », dit Damien, sa propre voix semblant sèche et étrangère dans cet espace confortable. Noir. Alors que Georges allait verser le café, l'attention de Damien se reporta sur la femme dans le coin. Elle avait l'air fatiguée. Son uniforme de serveuse était propre mais délavé, et elle avait des cernes sous les yeux, mais son visage, alors qu'elle regardait l'enfant dans ses bras, était rempli d'une tendresse si pure que c'en était presque douloureux à regarder. L'enfant, un petit garçon d'environ 3 ou 4 ans, s'agitait, son visage crispé contre un cri imminent. La femme se pencha, ses lèvres près de l'oreille du garçon, et se mit à fredonner. Damien se figea, la lourde tasse en céramique à mi-chemin de ses lèvres. C'était la mélodie, pas le fragment qu'il connaissait, pas le fantôme d'un air qui hantait ses rêves. C'était la chanson complète, entière, coulant avec une grâce et une certitude qui envoyèrent une secousse à travers tout son corps, comme si la foudre l'avait frappé à travers le plancher du café. Son cœur martelait contre ses côtes. Le cliquetis des couverts, le sifflement de la machine à café, le tambourinement de la pluie, tout s'estompa en un rugissement assourdissant dans ses oreilles, ne laissant que cette musique impossible. Puis elle se mit à chanter. Sa voix était douce, non professionnelle, mais claire et remplie d'amour. Et pour la première fois en 38 ans, Damien Chevalier entendit les paroles qui appartenaient à sa mélodie. Le saule pleure, mais sans chagrin, ses feuilles tombent pour un nouveau matin. Le fleuve court pour joindre la mer, mon tendre amour, oh, reviens sur cette terre. Chaque mot était une clé tournant une serrure au plus profond de lui. C'était une chanson de perte, mais aussi d'espoir, une chanson d'attente. La lune en croissant, une larme d'argent, brille pour celui que j'aime éperdument. Même si la nuit tombe, que les étoiles ont fui, mon tendre amour, reviens dans ma vie. Le monde bascula sur son axe. La main de Damien tremblait, faisant cliqueter la tasse contre la soucoupe. Georges le regarda, inquiet. « Tout va bien, monsieur. » Damien ne pouvait pas parler. Il ne pouvait que fixer la femme, cette parfaite inconnue, dans un café délabré, qui chantait la chanson de son âme, la chanson de sa mère. Comment. Comment était-ce possible? Était-ce une sorte de blague cosmique élaborée? Le petit garçon, apaisé par l'air familier, se rendormit paisiblement. La femme lui baisa le front, son expression étant d'une dévotion absolue. Elle leva les yeux, croisant le regard intense et fixe de Damien. Une lueur de confusion, puis de lassitude, traversa son visage. Il s'en fichait. Il devait savoir. Qui était-elle? Et d'où diable tenait-elle cette chanson? Les questions brûlaient dans son esprit, éclipsant tout le reste, ses affaires, sa richesse, la Citroën DS en panne dehors. À cet instant, dans la chaleur humble du relais de minuit, le roi de la finance n'était qu'un petit garçon perdu qui venait enfin d'entendre la voix de sa mère. La connexion, une fois établie, fut électrique. Le monde de Damien, qui avait été si longtemps gris et prévisible, était maintenant saturé d'une seule couleur vibrante, le son de cette berceuse. Pendant une minute entière, il resta figé dans sa banquette, le regard las de la serveuse fixé sur le sien. À ses yeux, il n'était qu'un homme étrange et intense dans un costume cher, qui la fixait, elle et son enfant. À ses yeux à lui, elle était un miracle ou un fantôme, la gardienne d'un secret sacré dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Son esprit, entraîné à analyser, à disséquer, à trouver l'angle dans chaque situation, s'emballa, submergeant la vague initiale d'émotions pures. La première pensée qui fit surface fut celle d'un cynisme profond et enraciné. C'était un coup monté. Ça devait l'être. Combien de personnes connaissaient sa recherche de la berceuse? Son cercle intime était restreint, mais les fuites étaient toujours possibles. Il avait déjà été la cible d'escroqueries. Des parents perdus de vue sortant de nulle part, des plans d'investissement enrobés d'histoires larmoyantes. N'était cela que la plus élaborée, la plus personnelle de toutes? Il se leva de la banquette, son mouvement raide. Il se dirigea vers son coin, sa stature d'1,90 m projetant une longue ombre sur sa table. La femme serra instinctivement son fils endormi, Léo, plus près d'elle, son langage corporel passant de la lassitude à la défensive. « Je m'appelle Élise Dubois », dit-elle, sa voix calme mais ferme, anticipant sa question. « Est-ce que je peux vous aider ?» Damien ignora la politesse, son ton était froid, accusateur. « La chanson, dit-il, sa voix basse et dangereuse. Celle que vous venez de chanter. Où l'avez-vous apprise ?»
Élise cligna des yeux, décontenancée par son agressivité. Je ne comprends pas. C'est juste une berceuse. Ce n'est pas juste une berceuse. Damien refréna la colère, le contrôle qu'il exerçait sur tous les autres aspects de sa vie s'effilochant sur les bords. Cette chanson est privée. C'est une chanson de famille. La chanson de ma famille. Une lueur d'incrédulité, puis d'offense, traversa le visage d'Élise. Elle avait eu son lot de clients difficiles, mais celui-ci était différent. Il émanait de cet homme une énergie brute, désespérée, qui était véritablement déconcertante. « Je pense que vous vous trompez, » dit-elle, sa voix gagnant en fermeté. C'était la chanson de ma grand-mère. Elle la chantait à ma mère, et ma mère me la chantait. Maintenant, je la chante à mon fils. Elle appartient à ma famille. Sa conviction était absolue. Il n'y avait aucune trace de tromperie dans ses yeux, seulement une fierté féroce et protectrice. Ce n'était pas la réaction d'une arnaqueuse prise en flagrant délit. C'était l'indignation de quelqu'un dont l'héritage était contesté par un étranger. La théorie cynique de Damien commença à s'effondrer, remplacée par une confusion déroutante. « Votre grand-mère » insista-t-il, son esprit tournant à plein régime. « Comment s'appelait-elle? Où vivait-elle » ? « Elle s'appelait Rose » répondit Élise, le menton levé avec défi. « Et je ne vois pas en quoi cela vous regarde. » Georges, le propriétaire, commença à s'approcher, une lourde spatule à la main comme une arme de fortune. « Y a-t-il un problème ici, Élise ?»« Ça va, Georges, » dit-elle, sans quitter Damien des yeux. Damien leva une main, un geste de désescalade. Il devait changer d'approche. L'interrogatoire brutal d'un PDG ne fonctionnait pas ici. Il devait montrer de la vulnérabilité, une monnaie qu'il utilisait rarement, voire jamais. Il recula d'un pas et s'assit de l'autre côté de sa banquette, un geste qui était à la fois une intrusion et une supplique. Le cuir de ses chaussures de luxe grinça contre le siège en vinyle. « Je m'appelle Damien Chevalier », dit-il, sa voix plus douce maintenant, teintée d'une lassitude qui n'était pas feinte. « Je n'ai jamais connu mes parents. J'ai été laissé dans un orphelinat quand j'étais bébé. La seule chose que j'ai de ma mère est un médaillon et un fragment de cette chanson. Juste la mélodie. J'ai passé des années, une fortune, à essayer de la retrouver, de savoir d'où elle venait. Jusqu'à ce soir, je croyais être la seule personne sur Terre à savoir qu'elle existait. » Il plongea la main dans sa chemise et en sortit le médaillon en argent, le posant sur la table entre eux. L'argent usé brillait sous les néons du café. Il l'ouvrit, lui montrant le cadre photo vide et la gravure complexe du saule pleureur et de la lune. Élise fixa le médaillon, sa posture défensive s'adoucissant lentement. Ses yeux s'écarquillèrent, une prise de conscience naissant dans leur profondeur. Elle regarda alternativement le médaillon et le visage de Damien, cherchant quelque chose. Le silence dans la banquette était lourd d'une histoire non dite. « Le saule pleure, mais sans chagrin », murmura-t-elle, récitant la première ligne de la berceuse. Son regard était fixé sur la gravure. « Ces feuilles tombent pour un nouveau matin. » C'était une confirmation. Le symbole et la chanson étaient inextricablement liés. « Ma grand-mère Rose. Elle dessinait cette image, » dit Élise, sa voix à peine audible. « Sur des serviettes en papier, dans les marges des livres. Le saule et la lune. Elle disait que c'était un symbole d'amour éternel, d'attente du retour de quelqu'un. » Damien ressentit un vertige étourdissant. C'était réel. La connexion était réelle. Cette serveuse fatiguée, dans ce coin oublié de la ville, détenait la clé de toute son identité. « J'ai besoin de votre aide », dit-il, les mots semblant étrangers sur sa langue. Il était un homme qui donnait des ordres, qui résolvait les problèmes avec de l'argent et du pouvoir. Il ne demandait jamais d'aide. « J'ai besoin de savoir tout ce que votre grand-mère vous a raconté. Tout sur cette chanson, sur ce symbole. » Élise regarda son fils endormi, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme paisible. Elle était une mère célibataire, travaillant en double service dans un café pour joindre les deux bouts, vivant dans un minuscule appartement au-dessus d'une laverie. Sa vie était une lutte constante pour la survie. Et maintenant, cet homme, qui semblait posséder le monde, était assis dans sa banquette, revendiquant un morceau de son passé, l'héritage le plus précieux de sa famille. « Pourquoi le devrais-je » demanda-t-elle, sa voix retrouvant une partie de sa force antérieure. « Cette chanson est tout ce qu'il me reste de ma mère et de ma grand-mère. C'est personnel. C'est à nous. » Damien comprit. C'était une question juste. Il ne pouvait pas simplement exiger son histoire. Il devait offrir quelque chose en retour. Parce que, commença-t-il en se penchant en avant, ses yeux la fixant avec une intensité qui lui coupa le souffle, « Je crois que nos familles sont liées.
Je crois que cette chanson est un pont entre mon passé et votre présent. Et si nous le traversons ensemble, nous pourrions trouver la vérité de l'autre côté. Une vérité que je suis prêt à payer n'importe quel prix pour découvrir. » Il vit l'hésitation dans ses yeux, le conflit entre son instinct protecteur et une curiosité naissante. Il savait qu'il devait adoucir l'accord, parler son langage, le langage de la survie. « Je vais vous faire une offre, Madame Dubois, » dit-il, sa voix reprenant la cadence familière d'un homme d'affaires concluant un marché. « Quittez votre travail dès aujourd'hui. Je vous verserai un salaire 5 fois supérieur à ce que vous gagnez ici pour travailler pour moi. Votre seul travail sera de m'aider à résoudre ce mystère. Je vous fournirai un siège auto digne de ce nom pour votre fils, et mon chauffeur vous conduira où que vous ayez besoin d'aller. Je prendrai en charge toutes vos dépenses, votre loyer, vos factures, tout. Tout ce que je demande en retour, c'est votre histoire, vos souvenirs, votre aide. » Élise le regarda, sans voix. C'était une proposition insensée. Une offre de conte de fées faite par un étranger sombre et imposant. Cela pourrait être un piège. Cela pourrait être dangereux. Mais ensuite, elle baissa les yeux sur Léo, sur ses baskets usées et la veste de seconde main qu'il portait. Elle pensa à la facture médicale en retard sur son comptoir à la maison, au dernier avis de son propriétaire. L'offre de Damien n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de sécurité. Il s'agissait de donner à son fils une vie exempte de l'anxiété constante avec laquelle elle vivait chaque jour. Et au-delà de cela, il y avait le mystère lui-même. Le médaillon sur la table était une preuve indéniable d'un lien. Sa grand-mère, Rose, avait toujours été une femme de secret, d'histoires tristes suggérées mais jamais entièrement racontées. C'était peut-être une chance de comprendre aussi son propre passé. « D'accord, » dit-elle, le mot sortant comme un souffle tremblant. « D'accord, monsieur Chevalier, je vais vous aider. » Une vague de soulagement, si puissante qu'elle faillit le faire plier, submergea Damien. C'était la première lueur d'espoir qu'il ressentait depuis des décennies. Il sortit une élégante carte de visite noire et un stylo. « Ceci est mon numéro personnel, » dit-il, en écrivant un autre numéro au dos. « Ce second est celui de mon chef de la sécurité, Guy Laroche. Il organisera tout. Une voiture sera là pour venir vous chercher, vous et votre fils, demain matin. Nous commencerons demain. » Il se leva, sa présence remplissant à nouveau le petit espace. Il posa quelques billets de 100 € sur la table, plus que suffisant pour payer son café et pour signifier son sérieux. « Merci, Élise, » dit-il, et pour la première fois, il utilisa son prénom. Cela semblait significatif, une poignée de mains verbales scellant leur pacte étrange et soudain. En quittant le café et en retournant sous la pluie, laissant derrière lui la chaleur et l'odeur du café, Damien Chevalier sentit un changement dans les fondements mêmes de son être. L'homme creux qui était entré était maintenant un homme avec un but. La chasse était ouverte, non pas pour une entreprise, non pas pour le profit, mais pour un fantôme, pour une mère, pour l'histoire complète derrière le saule et la lune. Le lendemain matin fut une étude de contraste. Tandis que Damien orchestrait la journée depuis son bureau Pentouze, répondant aux appels concernant l'ouverture du marché asiatique et les retombées de sa dernière acquisition, Élise préparait nerveusement un petit sac dans son appartement exigu. Fidèle à sa parole, une élégante berline noire, éclipsant les autres véhicules de sa rue, attendait en bas. À l'intérieur, un siège auto haut de gamme flambant neuf était déjà installé. Leur premier point de rendez-vous n'était pas une salle de conseil stérile, mais un lieu choisi par Élise. La maison de sa défunte grand-mère, un petit pavillon poussiéreux en banlieue parisienne qui était resté inoccupé depuis son décès 2 ans auparavant. Élise n'avait jamais eu le cœur ni l'argent de le trier correctement. Damien arriva avec son chef de la sécurité, Guy Laroche, un homme vif et perspicace d'une 40aine d'années, doté de la compétence tranquille d'un ancien officier de renseignement. Damien s'attendait à trouver Élise dépassée. Au lieu de cela, elle était résolue, les dirigeant avec un nouveau sens du but. Elle gardait tout, expliqua Élise en les conduisant à travers la petite maison où l'air était imprégné d'une odeur de lavande et de vieux papier. Elle ne jetait jamais rien. Elle disait que chaque objet avait une histoire. La maison était une capsule temporelle. Les meubles étaient drapés de drap blanc comme des fantômes endormis. Des photographies dans des cadres en argent terni bordaient la cheminée. Elle montrait une Élise plus jeune, sa mère décédée d'une maladie 5 ans plus tôt, et une femme aux yeux bienveillants et au sourire doux, Rose. Le grenier, dit Élise. Elle avait une grande malle là-haut, sa boîte à souvenirs, comme elle l'appelait. Guy, toujours pratique, vérifia l'intégrité structurelle de l'escalier escamotable avant de permettre à Damien et Élise de monter dans l'espace poussiéreux. La lumière filtrait par une unique fenêtre sale, illuminant des grains de poussière d'encens. Dans un coin, sous une épaisse couche de poussière, se trouvait une grande malle de voyage en bois sombre, cerclée de lanières de laiton.
Alors que Guy s'attaquait au loquet rigide et rouillé, Damien sentit une montée d'anticipation qui rivalisait avec la clôture de ses plus grosses affaires. C'était ça, le code source de son passé. La malle s'ouvrit avec un grincement plaintif. La couche supérieure contenait des souvenirs prévisibles. Des vêtements de bébé jaunis, une robe de baptême, des fleurs séchées pressées entre du papier ciré. Mais alors qu'Élise sortait soigneusement les objets, ils commencèrent à trouver plus. Des liasses de lettres attachées avec un ruban délavé, de vieilles photographies sépia de personnes qu'elle ne reconnaissait pas. Et tout au fond, niché dans une doublure de velours, se trouvait un épais journal relié en cuir. Élise le sortit avec révérence. Sur la couverture, embossée en feuilles d'or délavées, se trouvait une seule initiale, R. « Le journal de Rose », murmura-t-elle. Ils ramenèrent le journal dans le salon, essuyant la poussière d'une petite table basse. Léo, qui avait exploré la nouvelle maison étrange avec une curiosité tranquille, était maintenant joyeusement occupé avec une nouvelle tablette high-tech que Guy avait sortie, un gardien silencieux observant depuis le seuil de la porte. Élise ouvrit le journal. L'écriture était une belle cursive dans plainte et délié. L'encre était passée du noir à un brun doux. Les entrées commençaient il y a plus de 60 ans. Pendant la première heure, ils lurent la vie quotidienne de Rose en tant que jeune femme, ses espoirs et ses rêves, son premier emploi, puis ils trouvèrent le nom. 12 octobre 1968. J'ai commencé mon nouveau poste aujourd'hui. Je dois être femme de chambre au manoir de Valois, à Saint-Germain-en-Laye. C'est l'endroit le plus grandiose que j'ai jamais vu, un palais de pierre et de lierre qui surplombe la Seine. Ma protégée est la fille de la maison, mademoiselle Catherine de Valois. Elle n'a que 17 ans, mais elle a un esprit trop grand pour cette maison froide et silencieuse. Elle a des yeux tristes, mais elle rit comme des carillons. Je pense que nous allons être amis. Le souffle de Damien se coupa. Catherine de Valois. Le nom semblait être un objet physique dans la pièce. Ils continuèrent à lire, dévorant les pages. Élise lisait à haute voix, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. Le journal peignait le tableau vivant d'une amitié s'épanouissant en secret. Rose, la femme de chambre loyale, et Catherine, l'héritière solitaire piégée dans une cage dorée par son père autoritaire, un homme nommé Henri de Valois. 5 avril 1969. Catherine a un secret magnifique et merveilleux. Il s'appelle Robert. C'est un peintre sans le sou, mais avec un univers dans les yeux. Il a un petit atelier dans le village. Elle s'échappe pour le voir, et je l'aide. Je la couvre quand son père demande où elle a été. Je sais que c'est mal de mentir, mais la façon dont son visage s'illumine quand elle parle de lui. C'est le seul moment où la tristesse quitte ses yeux. C'est un amour qu'on ne lit que dans les livres. Damien ressentit une étrange parenté avec ce Robert, ce père fantôme qu'il n'avait jamais connu, un artiste. Cela expliquait l'âme de la musique, la poésie des paroles. Puis vint l'entrée qu'il cherchait. 22 juillet 1969. Catherine est enceinte. De l'enfant de Robert. Elle est terrifiée et extatique à la fois. Son père, Monsieur de Valois, serait apoplectique. Il ruinerait Robert et la déshériterait. Nous devons garder ce secret aussi longtemps que possible. Ce soir, Robert travaillait sur une berceuse pour le bébé. Il a composé la plus belle et obsédante mélodie sur sa vieille guitare. Catherine, qui écrit de si jolis poèmes, a écrit les paroles. C'est sur leur amour, sur l'attente, sur le saule pleureur près de son atelier où ils se sont rencontrés pour la première fois sous un croissant de lune. Elle l'a appelé « Le saule pleure pour la lune ». Ils l'ont chanté ensemble. C'était la chose la plus belle et la plus déchirante que j'ai jamais entendue. C'était là. L'histoire de l'origine. La berceuse n'était pas juste une chanson. C'était une collaboration d'amour entre sa mère et son père. Un vœu, une promesse à leur enfant à naître. Les entrées suivantes devinrent plus sombres. Elles relataient la grossesse secrète de Catherine, cachée dans un petit cottage que Rose l'avait aidé à trouver. Elles décrivaient la suspicion croissante d'Henri de Valois, son emprise de plus en plus forte sur la vie de sa fille. Les dernières entrées étaient frénétiques, écrites d'une écriture tremblante et tachée de larmes. 14 mars 1970. Il a tout découvert. Monsieur de Valois a tout découvert. Il est venu au cottage aujourd'hui. Je n'ai jamais vu une telle fureur dans les yeux d'un homme. Il a traité Robert de dégénéré chasseur de dot. Il a qualifié Catherine de honte pour le nom de Valois. Il l'a entraînée de force. Il lui a dit qu'elle était une idiote si elle pensait qu'on lui permettrait de garder le bâtard d'un pauvre. Il a dit qu'il s'en occuperait. 18 mars. Catherine est partie. Son père l'a envoyée au loin. Il ne veut pas me dire où. Il m'a menacé. M'a dit que si jamais je parlais de ça à quiconque, il veillerait à ce que je ne travaille plus jamais, que ma famille souffrirait. Le bébé, le magnifique petit garçon de Catherine,
est né il y a 2 jours. Je ne l'ai vu qu'un instant. Il a les yeux de Catherine. Une infirmière payée par monsieur de Valois l'a pris. Il l'envoie dans un orphelinat en ville. Elle a réussi à me donner le petit médaillon en argent que Robert avait fait pour Catherine, celui avec le saule et la lune gravée dessus. Elle m'a dit de m'assurer que le bébé l'est. C'était tout ce qu'elle pouvait faire. Je me sens si impuissante. J'ai perdu mon ami et un petit garçon a perdu sa mère. Le journal s'arrêtait là. Les pages restantes étaient blanches. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux tapotement du doigt de Léo sur l'écran de la tablette. Élise ferma le livre, son visage pâle. Elle regarda Damien, et pour la première fois, elle ne le vit pas comme un milliardaire ou un employeur, mais comme le petit garçon du journal, le petit garçon que sa grand-mère avait pleuré. « Ma grand-mère. Elle a gardé ce secret toute sa vie », murmura Élise, les larmes montant à ses yeux. « Elle a porté cette tristesse pour vous. Pour votre mère. » Damien sentit une tempête d'émotions, une rage envers cet Henri de Valois, une profonde tristesse pour les jeunes parents terrifiés qu'il n'avait jamais connus, et une gratitude profonde, bouleversante, pour Rose, la femme qui avait veillé à ce qu'il ait son seul lien avec eux. Il regarda Élise, la serveuse du café, la petite fille de la seule amie de sa mère. Ils n'étaient pas seulement liés par une chanson. Leur famille était entrelacée par une histoire commune d'amour, de loyauté et de tragédie. Elle n'était pas seulement une clé de son passé. Elle en faisait partie. Guy Laroche, qui avait écouté attentivement depuis le seuil de la porte, prit enfin la parole, sa voix coupant l'air lourd d'émotion. « Henri de Valois », dit-il en sortant son téléphone. C'est un nom important, de la vieille aristocratie financière, très privé. S'il était un homme redoutable en 1970, il est un titan aujourd'hui. Et s'il a pris de telles mesures pour couvrir cela, alors il ne sera pas heureux que nous déterrions tout ça maintenant. La mâchoire de Damien se serra. Le chagrin dans son cœur se durcissait en autre chose. De la résolution. « Je m'en fiche », dit Damien, sa voix un grognement sourd. Il a pris ma mère. Il a pris mon père. Il a essayé de m'effacer. Il a échoué. Trouve-le, Guy, et découvre ce qui est arrivé à ma mère. Trouve Catherine de Valois. La chasse n'était plus seulement pour une histoire. C'était pour un règlement de compte. Guy Laroche était d'une efficacité redoutable. Alors que Damien et Élise traitaient encore le contenu du journal, ils mobilisaient déjà une équipe de chercheurs et d'enquêteurs. Le nom de Valois était la clé qui ouvrait un labyrinthe d'informations, la plupart protégées par des couches de sociétés de gestion de patrimoine, de trusts privés et un formidable mur de pouvoir juridique. Le rapport préliminaire arriva en moins de 48 heures. Henri de Valois avait 91 ans, un patriarche reclus qui dirigeait l'empire de sa famille depuis le même domaine de Saint-Germain-en-Laye mentionné dans le journal de Rose. C'était une figure d'un immense pouvoir invisible, un marionnettiste qui avait tiré les ficelles de la politique et de la finance pendant plus d'un demi-siècle. Le rapport contenait également une information cruciale et choquante. Il n'y avait aucun acte de décès public pour Catherine de Valois. Les enquêteurs de Guy durent creuser plus profondément, utilisant des canaux détournés et des enquêtes discrètes. Ce qu'ils trouvèrent était glaçant. Peu de temps après la naissance de Damien, Catherine de Valois, alors âgée de 18 ans, fut admise à la Chênaie Paisible, un établissement de soins de longue durée privé dans la vallée de Chevreuse, réputé pour sa discrétion et sa clientèle fortunée. Le diagnostic officiel sur le formulaire d'internement signé par son père était hystérie aiguë et instabilité émotionnelle. Elle y était patiente depuis lors. Elle était en vie. Les mots frappèrent Damien avec la force d'un coup physique. Toute sa vie, il avait pleuré un fantôme. Un beau et tragique souvenir. Il s'était imaginé visitant une pierre tombale, déposant des fleurs pour la mère qu'il n'avait jamais connue. L'idée qu'elle soit en vie, qu'elle ait été enfermée pendant près de 50 ans, à quelques heures de route seulement, était incompréhensible. Le chagrin qu'il avait ressenti se transforma en une rage incandescente. Il ne l'a pas seulement envoyée au loin, gronda Damien, arpentant son bureau comme un prédateur en cage. Il l'a enterrée vivante. Élise, qui était assise en face de son bureau, sentit une terreur froide l'envahir. Pendant toutes ces années, ma grand-mère pensait qu'elle était simplement partie. Elle n'a jamais su. Il voulait la réduire au silence, dit sombrement Guy, regardant le dossier sur sa tablette. La Chênaie est plus une prison de luxe qu'un hôpital. L'accès est impossible sans le consentement de la famille. Et Henri de Valois contrôle tout. Sa tutelle légale, ses finances, ses droits de visite. Il l'a complètement coupé du monde. Alors nous allons abattre ce mur, déclara Damien. Il regarda Guy. Organise une réunion. Je veux le voir en personne. Monsieur, une confrontation directe pourrait ne pas être judicieuse, prévint Guy. Il va faire de l'obstruction.
Il va déchaîner ses avocats. Qu'il le fasse, dit Damien, ses yeux comme du silex. Il doit savoir que son secret est éventé. Il doit voir le fils qu'il a essayé de jeter. Je veux le regarder dans les yeux quand je lui dirai que je viens chercher ma mère. 2 jours plus tard, la voiture de Damien franchissait les imposants portails en fer forgé du manoir de Valois. Le domaine était exactement comme Rose l'avait décrit, un palais de pierre froide et de jardins manucurés, magnifique mais dépourvu de chaleur. En approchant de l'entrée principale, Damien sentit un nœud se serrer dans son estomac. C'était la maison où sa mère avait grandi, l'endroit qu'elle avait fui pour être avec son père. Ils furent conduits dans une vaste bibliothèque aux boiseries sombres par un majordome au visage sévère. Des étagères s'étendaient jusqu'au plafond, remplies de volumes reliés en cuir qui semblaient n'avoir jamais été lus. Assis derrière un immense bureau en acajou, se découpant en silhouette contre une grande fenêtre surplombant la Seine, se trouvait Henri de Valois. Même à 91 ans, il était une figure imposante. Il était très mince, avec une tignasse de cheveux blancs et des yeux bleus pâles et perçants qui ne trahissaient aucune fragilité. C'étaient les yeux d'un faucon, qui ne manquait rien. Il ne se leva pas, monsieur Chevalier, dit-il, sa voix un bruissement sec de vieux papier et d'acier. Mon personnel m'informe que vous avez été très insistant. Je suis un homme occupé. Exposez votre but. Damien s'avança, s'arrêtant juste en face du bureau. Il posa le médaillon en argent sur le bois poli, de la même manière qu'il avait fait dans le café. Henri de Valois y jeta un coup d'œil, son expression illisible. Pendant une fraction de seconde, une lueur de quelque chose, reconnaissance, agacement traversa son visage avant d'être remplacé par un masque de froide indifférence. Une breloque, dit-il avec dédain. Si vous êtes ici pour me vendre quelque chose, vous avez perdu votre temps. Elle appartenait à votre fille Catherine, dit Damien, sa voix calme et froide. Ma mère. Les yeux du vieil homme se plissèrent. L'air dans la pièce devint lourd de tension. Il joignit ses longs doigts fins et fixa Damien, un prédateur évaluant une menace. « Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez, » dit-il. « Ma fille est malade depuis très longtemps. Son esprit, il crée des fantasmes. » Robert était-il un fantasme? Pressa Damien, sa colère montant. L'enfant qu'elle portait était-il un fantasme? Le fils que vous lui avez enlevé et jeté dans un orphelinat. Étais-je un fantasme, monsieur de Valois? Henri se pencha en arrière dans son fauteuil, un léger sourire méprisant effleurant ses lèvres. C'était une confirmation. Vous avez une certaine intensité, songea le vieil homme. Tout comme lui, le peintre. Un bohème sans le sou qui pensait pouvoir s'insinuer dans ma famille. Il a rempli la tête de ma fille de sottises sur l'art et l'amour, polluant son bon sens et sa lignée. J'ai fait ce qui était nécessaire pour la protéger, pour protéger le nom de Valois de la disgrâce. Vous avez détruit sa vie, cracha Damien. Vous l'avez enfermé et jeté son fils. Ce n'est pas de la protection. C'est monstrueux. Vous appelez ça monstrueux. J'appelle ça de la préservation, rétorqua Henri, sa voix glaciale. Regardez-vous. Vous semblez avoir plutôt bien réussi. Je vous ai par inadvertance donné le cran et l'ambition que vous n'auriez jamais appris dans le luxe. Vous devriez me remercier. Quant à Catherine, elle est en sécurité. On s'occupe d'elle. Ces épisodes sont gérés. C'est un sort bien meilleur que d'élever un bâtard dans la pauvreté. L'arrogance pure et simple de l'homme était à couper le souffle. Il ne ressentait aucun remords, aucune culpabilité. Il considérait ses actions comme justifiées, voire nobles. « Je veux la voir », exigea Damien. Henri gloussa, un son sec et sans humour. « C'est hors de question. Je suis son tuteur légal. L'accès à elle est à ma seule discrétion, et je ne l'accorde pas. Elle est en paix. Vous ne la dérangerez pas avec votre présence, rouvrant de vieilles blessures et agitant son état. Vous avez peur, dit Damien, une soudaine prise de conscience s'imposant à lui. Vous avez peur que si elle me voit, elle se souvienne, qu'elle retrouve sa voix, que le monde découvre ce que vous avez fait. Je n'ai peur de rien, claqua Henri, son sang-froid se fissurant enfin, et surtout pas d'un parvenu belligérant avec un sens déplacé de la sentimentalité. Maintenant, cette réunion est terminée. Quittez ma maison, et je vous conseille d'abandonner cette affaire entièrement. Mon bras est long, monsieur Chevalier, plus long que vous ne pouvez l'imaginer. Vous avez bâti un empire considérable. Il serait dommage que quelque chose lui arrive. C'était une menace claire, une déclaration de guerre. Damien fixa le vieil homme, une fureur froide s'installant au plus profond de lui. Le désir d'une simple réunion s'était maintenant transformé en une mission à toute épreuve. Il ne s'agissait plus seulement de retrouver sa mère. Il s'agissait de la libérer. Il se tourna et s'éloigna du bureau sans un autre mot. En atteignant la porte,
Il s'arrêta et regarda en arrière l'homme qui avait façonné sa vie par un acte de cruauté suprême. « Vous vous trompez sur une chose, » dit Damien, sa voix résonnant dans la bibliothèque silencieuse. « Vous ne vous êtes pas débarrassé du fils du peintre. Vous avez créé un rival. Et je n'arrêterai pas tant qu'elle ne sera pas libre. » Alors qu'il quittait le manoir froid et remontait dans la voiture qui l'attendait, les lignes de bataille étaient tracées. Henri de Valois avait la richesse, l'héritage et la loi de son côté. Mais Damien Chevalier avait une vie de colère refoulée, des ressources quasi illimitées, et quelque chose que le vieil homme n'avait jamais prévu. Une autre héritière de la berceuse, prête à l'aider à se battre. La guerre contre Henri de Valois ne se déroula pas sur un champ de bataille, mais dans les couloirs stériles des cabinets d'avocats et le monde obscur de l'investigation privée. Le vieil homme tint parole. Les entreprises de Damien firent face à une soudaine avalanche d'obstacles réglementaires, de poursuites judiciaires futiles et d'une couverture médiatique hostile, le tout orchestré depuis l'ombre. Henri essayait de le saigner à blanc, de le distraire, de le forcer à battre en retraite pour protéger son empire. Mais la résolution de Damien était absolue. Il délégua la défense de son entreprise à ses plus fidèles dirigeants, son attention se concentrant sur un seul objectif, la chaîner paisible. L'équipe de Guy Laroche travaillait jour et nuit à la recherche d'une faille juridique, d'une brèche dans l'armure d'Henri. Ils en trouvèrent une. C'était un amendement récent et obscur à la loi sur la santé publique concernant le droit des patients, destiné à empêcher le type même d'isolement que Catherine subissait. Il stipulait qu'un patient, même sous tutelle, ne pouvait se voir refuser le contact avec un parent direct par le sang qui pouvait prouver son identité, à moins que ce patient ne soit jugé mentalement inapte par un médecin désigné par le tribunal, et non seulement par les médecins de l'établissement. Henri contrôlait les médecins de la Chênaie depuis des décennies, mais il ne pouvait pas contrôler l'État. C'était leur ouverture. Ils déposèrent une requête en référé auprès du tribunal, soumettant les preuves ADN qui avaient déjà été discrètement collectées et testées, prouvant sans l'ombre d'un doute que Damien Chevalier était le fils biologique de Catherine de Valois. Ils joignirent une copie du journal de Rose et une déclaration sous serment d'Élise. Une juge, intriguée et troublée par la requête, accorda une audience en procédure accélérée. Les avocats d'Henri se battirent avec acharnement, mais les preuves étaient indéniables. La juge, une femme pragmatique nommée Maria Hernandez, statua en faveur de Damien. Il obtint une ordonnance du tribunal pour un accès immédiat et sans restriction à sa mère. Il allait la voir. Élise insista pour l'accompagner. « Ce n'est pas seulement votre combat, » avait-elle dit, la voix ferme. « Ma grand-mère aurait voulu que quelqu'un de notre famille soit là pour Catherine. » Léo fut laissé aux soins d'une nounou de confiance que Damien avait engagée, une nouvelle présence dans leur vie en rapide changement. Le trajet jusqu'à la Chênaie paisible, dans la vallée de Chevreuse, fut silencieux et lourd d'anticipation. L'établissement ressemblait moins à un hôpital qu'à un country club, niché derrière de hauts murs et des pins imposants. C'était beau, serein et profondément troublant. Ils furent accueillis par une administratrice au visage sévère, qui considérait manifestement leur ordonnance du tribunal avec mépris, mais était impuissante à les arrêter. Elle les conduisit le long d'un couloir moquetté jusqu'à une suite privée donnant sur un jardin tranquille. « Elle a de bons et de mauvais jours, » dit l'administratrice, « son ton clinique. Des années de médication ont eu un effet. Ne soyez pas alarmés si elle semble distante. » Puis elle ouvrit la porte, et elle était là. Catherine de Valois était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, une couverture en cachemire drapée sur ses genoux. Ses cheveux, autrefois du brun au beurre décrit dans le journal de Rose, étaient maintenant d'un blanc neigeux doux, coupé en un simple carré. Elle était frêle, sa peau pâle et translucide, mais Damien pouvait voir les faibles échos de la jeune femme des vieilles photographies. Elle avait les yeux bleus perçants de son père, mais ils étaient voilés, vides, regardant le jardin sans vraiment le voir. Le cœur de Damien menaçait de se briser. Voilà à quoi ressemblait la protection de son grand-père. Une vie volée, un esprit éteint, une conscience émoussée par des décennies de tranquillité forcée. « Catherine » dit-il, sa voix un murmure étranglé. Elle ne se tourna pas. Il n'y eut aucune réaction. Élise posa une main douce et rassurante sur le bras de Damien. Il entra lentement dans la pièce, s'agenouillant devant son fauteuil pour être à son niveau. « Catherine, je m'appelle Damien. Je suis votre fils. » Son regard dériva vers lui, mais il n'y avait aucune étincelle de reconnaissance, juste une confusion polie et vide. Les mots de l'administratrice résonnaient dans sa tête. Distante. C'était pire que distant. C'était comme si elle n'était pas là du tout. Les années d'isolement et de médication avaient fait leur œuvre. Il avait gagné la bataille seulement pour découvrir que la personne qu'il était venu libérer était déjà partie. Le désespoir, froid et absolu, le submergea. Élise regardait la scène déchirante, les larmes brouillant sa vision. Elle voyait l'espoir de Damien s'effondrer,
sa résolution de fer se brisait contre ce mur de vide silencieux. Elle pensa à sa grand-mère, à l'amour et à la loyauté qui avaient été gardés secrets si longtemps. Elle pensa à la chanson, le pont entre tous. S'avançant, Élise se mit à chanter. Sa voix était douce, hésitante au début, mais devint plus forte alors qu'elle déversait tout l'amour et l'héritage qu'elle avait reçu dans la mélodie. Le saule pleure, mais sans chagrin. Ses feuilles tombent pour un nouveau matin. Aux premières notes, une lueur de quelque chose traversa les yeux vides de Catherine. Un changement infime, presque imperceptible. Sa tête s'inclina légèrement, comme si elle écoutait un son d'un rêve oublié depuis longtemps. Damien retint son souffle, observant le visage de sa mère. Élise continua, sa voix remplissant la pièce stérile de chaleur et d'histoire. Le fleuve court pour joindre la mer. Mon tendre amour, oh, reviens sur cette terre. Les doigts pâles et fins de Catherine, qui reposaient mollement sur la couverture, tressaillirent, ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. La lune en croissant, une larme d'argent, brille pour celui que j'aime éperdument. Et puis le miracle se produisit. Une voix, rauque par manque d'usage, mais claire comme une cloche, se joignit à celle d'Élise. C'était Catherine. Même si la nuit tombe, que les étoiles ont fui, chanta-t-elle, ses yeux se concentrant lentement sur le visage de Damien. Le brouillard se levait. Les nuages se dissipaient. Mon tendre amour, reviens dans ma vie. Des larmes coulaient sur le visage de Damien. Il ne prit pas la peine de les essuyer. Robert, murmura Catherine, son regard fixé sur Damien. Il avait l'intensité de l'artiste, les yeux qu'elle n'avait pas vus depuis 50 ans. Non, dit Damien, sa voix épaisse d'émotion alors qu'il prenait sa main fragile dans la sienne. C'est Damien, votre fils. La reconnaissance se fit jour, non seulement de lui, mais de tout. Les souvenirs réprimés pendant des décennies refluèrent. L'amour, la perte, le bébé qu'elle pensait ne jamais revoir. Son visage, qui avait été un masque de vide placide, se plissa sous le poids d'une vie de chagrin et d'amour accumulés. Mon bébé, sanglota-t-elle, sa main se resserrant sur la sienne. Mon magnifique petit garçon. Damien se pencha en avant et enlaça ses frêles épaules, serrant sa mère dans ses bras pour la première fois. Il n'était plus Damien Chevalier, le titan milliardaire. Il n'était qu'un fils, enfin rentré à la maison. Élise se tenait en retrait, pleurant silencieusement, témoin de la réunion que sa grand-mère n'avait fait que prier pour voir. La berceuse avait accompli ce que les avocats et les ordonnances de tribunal ne pouvaient pas faire. Elle avait traversé le gouffre du temps et du traumatisme et ramené une mère à son fils. Le saule et la lune, séparés pendant un demi-siècle, étaient enfin réunis. 6 mois plus tard, le Penthouse du 85e étage était méconnaissable. Le minimalisme empreint d'âme avait été remplacé par une âme véritable. La lumière du soleil, autrefois stérile en traversant les sols de marbre, semblait maintenant danser, illuminant une maison remplie de vie. L'odeur de l'eau de Cologne coûteuse de Damien se mêlait désormais au léger arôme réconfortant des pâtisseries d'Élise et au parfum floral que Catherine préférait. Les dessins colorés de Léo étaient scotchés sur le réfrigérateur à plusieurs milliers d'euros, leur valeur incommensurable. Damien trouva sa mère dans le solarium, dont les murs de verre offraient la même vue panoramique qu'il considérait autrefois comme un royaume à conquérir. Maintenant, c'était simplement la toile de fond de sa vie. Catherine n'était plus la femme frêle et distante de la Chênaie. La couleur était revenue sur ses joues, et le brouillard dans ses yeux avait été remplacé par une lumière claire et intelligente. Dans ses mains, elle tenait un petit croquis au fusain encadré. C'était le portrait d'une jeune femme aux yeux tristes et pleins d'espoir, et au rire de carillon, un croquis d'elle-même dessiné par Robert. C'était l'une des nombreuses pièces que les enquêteurs de Damien avaient retrouvées et acquises auprès de collections privées. Ils voyaient toujours l'espoir, dit doucement Catherine, alors que Damien et Élise entraient dans la pièce. Même quand tout ce que je ressentais, c'était la peur. Élise sourit, posant un plateau avec du thé et des biscuits sur la table. Rose disait qu'il avait un univers dans les yeux. Je pense qu'il ne faisait que mettre ce qu'il voyait sur la toile. Un silence confortable s'installa entre eux, un langage d'histoire partagé qu'ils maîtrisaient tous désormais. La nouvelle leur était parvenue un mois auparavant qu'Henri de Valois était décédé tranquillement dans son sommeil, seul dans la vaste et froide bibliothèque de son domaine. Il n'y eut pas de chagrin parmi eux, seulement une reconnaissance sombre. Sa vie était une mise en garde, un homme qui avait sacrifié toute connexion humaine pour préserver un nom, pour que ce nom meure finalement avec lui dans le silence. Damien prit le médaillon en argent, qu'il gardait maintenant sur sa table de nuit. Il le tendit à sa mère. « Il est vide, dit-il. Je n'ai jamais su quelle photo était censée aller à l'intérieur. » Catherine le prit, ses doigts traçant la gravure familière du saule et de la lune. « Ton père m'a donné ça. Il a dit que ce n'était pas pour contenir une photo du passé.
C'était pour contenir la promesse d'un avenir. Elle l'ouvrit et regarda de Damien à Élise, son regard rempli d'une gratitude profonde et silencieuse. Elle regarda ensuite vers le salon où Léo montrait à sa nounou une tour qu'il avait construite. « L'avenir, » murmura Catherine, « s'est avéré être plus beau que nous ne l'avions jamais rêvé. » Elle referma le médaillon et le rendit à Damien. « Il n'a pas besoin de photos. Son histoire est complète. Notre histoire est complète. » Damien ferma la main sur le petit morceau d'argent. Il ne le sentait plus comme un lien avec un fantôme, mais comme un témoignage de survie. Il regarda Élise, sa partenaire dans ce voyage impossible, et sa mère, ressuscitée par une simple chanson. Il réalisa que la berceuse n'avait jamais été seulement une question de chagrin ou d'attente. Elle parlait de demain. C'était une promesse que l'amour, aussi profondément enfoui soit-il, retrouverait toujours son chemin vers la maison. En fin de compte, Damien fit plus que simplement abattre les murs de la Chênaie paisible. Il abattit les murs autour de son propre cœur. Il installa sa mère Catherine dans un centre neurologique de classe mondiale près de chez lui où, avec l'aide des meilleurs médecins et la présence constante de sa famille, ses souvenirs et son esprit commencèrent à revenir jour après jour. Il créa une fondation au nom de ses parents, la Fondation Robert et Catherine, dédiée au soutien des artistes en difficulté et à la défense des droits des patients. Quant à Henri de Valois, Damien choisit de ne pas chercher une vengeance publique. La plus grande défaite pour le vieil homme n'était pas une perte financière, mais le fait simple et indéniable que la famille qu'il avait tenté d'effacer était maintenant florissante, réunie par l'amour qu'il n'avait jamais pu éteindre. Damien, Élise et Léo devinrent une nouvelle sorte de famille. Le vide dans le somptueux Penthouse de Damien fut rempli par le son des rires, le désordre des jouets de Léo, et souvent, la douce mélodie partagée d'une berceuse. Il n'était plus seulement un millionnaire. Il était un fils, un partenaire, un homme qui avait trouvé sa véritable richesse dans les échos d'une chanson. Il avait découvert que la chose la plus précieuse au monde n'était pas quelque chose que l'on pouvait acquérir, mais quelque chose vers quoi on pouvait rentrer.